Grand homme, bonsoir, bonjour. À vous qui nous suivez en ce moment, nous sommes très contents. Nous, c'est votre chaîne que vous aimez beaucoup. Doudou Montiri qui vous retrouve avec son équipe, Mo Djambé qui réalise cette émission et Olivier Longwango à la prise de vue, l'héritier du trône, Fiston Tunga du côté de l'exploitation, Alain Kabongo coordination. Grand homme reçoit pour vous ce soir, Monsieur Ndefi Sentiment. Bonsoir, cadre dans un parti politique et il s'est adhéré nouvellement. Le parti s'appelle Birek. Bon. Très bien. Santé va bien. Très bien, santé va bien. Santé, tout va bien. Quoi. Alors, santé à partir Nabino Birek. Le parti se porte très bien, Ezagito. Alors, tout rapidement, tout ce qu'on a d'abord actualité. Après, tout kota na ma kamoza lié na expertise na personnel na makambo domaine na secteur na aux akoevre mais tout rapidement l'entrée de jeu likambo ya est où ils ont préoccupé biso sortie médiatique il y a Paul Kagame vous en tant que politique cadre na Birek comment est-ce que au juge qui yango et réplique le gouvernement na biso est-ce que on peut toujours laisser Kagame dire n'importe quoi, l'observer comme ça, ou on doit nécessairement agir? Bon, quand on gère un État, on ne les gère pas avec les émotions. Quelqu'un peut dire n'importe quoi. Tout le monde peut dire n'importe quoi, mais est-ce que ce qu'il dit est vrai? Parce que tout le monde connaît l'histoire de l'Afrique depuis la conférence de Berlin. C'est-à-dire que le Congo peut aussi réclamer des terres à ses voisins. Parce que si vous voyez, il y a les Bas-Congo en RDC, et puis il y a les Bas-Congo en Angola. Il y a des Baluba en RDC, il y a des Baluba en Angola. Il y a des Bangala en RDC, il y a des Bangala au Congo-Brazza. Il y a les Ngwandi chez nous, et puis il y a les Ngwandi en Centrafrique. Et qu'est-ce qui a motivé Kagame? Donc vous comprenez, aller plus loin. Cette réalité des frontières de Berlin, c'est une réalité qui touche tous les pays de l'Afrique. Lorsqu'un bon matin, quelqu'un se réveille, pour mettre tout ça en question, on se pose des questions. Ce monsieur veut exactement quoi? Nous comprenons, à juste titre, il est en train d'expliquer qu'il est à la base de toutes les déstabilisations qui se passent à l'est de la RDC. Et que c'est lui qui commandite toutes ces agressions. Aujourd'hui, c'est une façon de reconnaître tous les morts que les Congolais ont subis. Il en est le parrain ou le véritable auteur. Doit-on accepter de telles réalités ou de tels propos? Je pense que non. Mais quand quelqu'un parfois est contre-mire, il peut dire n'importe quoi pour vous provoquer. Parce qu'il faut comprendre, nous gagnons aussi sur le plan diplomatique beaucoup de guerres. Sur le plan diplomatique, le Congo est en train d'exister. Aujourd'hui, les voix s'élèvent contre ces actions ignobles. Déjà, la guerre en Ukraine ne lui met pas en bonne position. Comment ça? Ne lui met pas en bonne position parce que demain, on n'aura plus besoin de petits États. Il faut faire avec des grands États. Parce que le monde va devenir multipolaire, ou il est déjà devenu multipolaire. Quand le monde va devenir multipolaire, il faut avoir des alliés. Et les alliés, on va plus aller dans des petits pays comme ça pour trouver des alliés. Il faut qu'il y ait un grand Congo. C'est un peu comme à l'époque de la guerre froide. Il faut comprendre que Mobutu était dans les, comment on appelle ça, dans les scénarios de la guerre froide. Parce qu'il représentait une force en tant qu'un grand pays. Mais nous rentrons dans un monde multipolaire où les gens sont au courant de tout ce qui se passe. Sur le plan médiatique, les Congolais tentent de discréditer cet homme avec toutes ses actions ignobles. C'est comme ça qu'il change de discours. Il sort maintenant de sa réserve. Donc il se sent affaibli déjà? Il se sent affaibli. Maintenant, il veut légitimer ses actions ignobles. Mais des discours comme ça, ça ne passe pas. Il est allé le dire au Bénin, en présence de
son homologue le béninois, nous comprenons à juste titre, Patrice Talon avait besoin de ses services. C'est comme ça qu'il lui a permis de dire à sa présence ces trucs ignobles. Parce qu'on ne pouvait pas permettre ça. Hein? Donc un autre président, voir son collègue en train de mettre en cause les frontières de Berlin, c'est comme si lui aussi devait mettre en cause ses frontières avec le Nigeria. Donc vous comprenez cette réalité. Donc face aux pareilles déclarations, nous devons adopter quel comportement? Le comportement, nous pouvons répliquer de quelle manière? D'abord la réplique, du point de vue communication, je crois que le gouvernement a fait son travail. Nous avons vu les ministres de l'information, porte-parole du gouvernement, réagir avec véhémence. Et puis nous avons des historiens, surtout le professeur Ndayouel, qui a parlé de ces sujets un peu plus longtemps, tout en disant que c'est le Congo d'ailleurs qui a des terres à réclamer au Rwanda, selon l'histoire. Il faut que Kagame puisse connaître l'histoire. Il est en train de falsifier l'histoire. Ça, ce sont des réalités. Maintenant, sur le plan interne, je pense qu'il y a une organisation déjà qui est en train de se faire au sein de notre nation. Ça lui met mal à l'aise. Tous ces petits jeux de piller les Congos deviennent un peu difficiles avec le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'il commence à parler comme ça. Avant, il ne parlait pas parce qu'on lui a laissé piller les pays. Maintenant, il est en difficulté. Il doit chercher d'autres moyens pour exister. Et nous pensons, nous sommes derrière les chefs de l'État. Je crois qu'un travail est en train d'être fait. C'est comme ça que ces messieurs sont en train de pleurer. Donc vous croyez à la diplomatie? C'est vraiment une diplomatie agissante? La diplomatie, elle est agissante. Déjà, les processus de Nairobi, la feuille de route de Luanda, les coince un peu. Vous comprenez? Et nous avons dit, le chef de l'État a dit, on ne négocie pas avec l'M23. C'est un groupe rebelle. Donc, ils n'ont qu'à déposer les armes. S'ils veulent entrer dans l'armée, ils n'ont qu'à demander et à être formés. Mais de cette manière-là, cette chose-là, c'est fini. Une loi a été ratifiée au Parlement. C'est pour vous dire que quand quelque chose est ratifié au Parlement, le président n'a plus le pouvoir. Soit il faut saboter la loi. Donc vous comprenez. Le gars, il est coincé. C'est comme ça qu'il est en train de trouver d'autres excuses. Si nous allons dans l'émotion et nous agissons, on risque de lui donner raison par ses mentors. Il faut comprendre que dans le monde globaliste, Kagame avait pris de l'ampleur. Il a été soutenu pour piller la RDC. C'est pratiquement un sous-traitant. Il a fait une guerre de pillage par procuration. Hein? Il parle comme ça, ce n'est pas lui. Parce que derrière, il y a des gens, des multinationales. Heureusement que le monde est en train de tourner, le vent est en train de tourner. Nous entrons dans un monde multipolaire où il n'y a plus une seule puissance. Les États-Unis, actuellement, n'est plus la superpuissance. Du monde, nous avons vu sur le terrain de l'Ukraine comment il est en train d'être pratiquement maîtrisé par la Russie. Donc, ce n'est plus la superpuissance. Nous voyons de l'autre côté la Chine, qui est une puissance en matière économique, de grande envergure. Et vous avez vu vous-même Macron, il dit que moi, les problèmes de je n'entre pas. Parce qu'il comprend que c'est un jeu qui commence à devenir très dangereux, même pour la France. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains, comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, qui ont en train de retrouver leur indépendance, qui ont en train de mettre fin aux petites guerres créées des terroristes par des gens, par des mains noires, qu'on ne peut pas dire les noms ici. Donc, nous comprenons que le monsieur, il est contre mur et il veut tenter d'exister. Parce que c'est la guerre du Congo qui lui permet, lui, d'exister. Alors, la réunion de ministres de l'EAC reportée sur la demande du Rwanda qui nécessite vraiment, ils aimeraient qu'on change un peu, on délocalise le lieu de la réunion. Alors, vous allez comme ça admettre cela. Qu'est-ce que nous pouvons, comme ça, peut-être, comment analyser vous cela par rapport à leur position? Non, ce qu'il faut comprendre, en matière de diplomatie, il n'y a pas d'émotion. Si quelqu'un motive quelque chose, cette chose doit être analysée. Est-ce que c'est pertinent? Ou bien il veut justement faire ce qu'on appelle une diversion. Donc, de ce point de vue,
il faut qu'on analyse quelles sont les raisons qui ont poussé à Kagame ou au Rwanda de délocaliser cette réunion. Et pourquoi? Quelle est la charte qui les régit? Dans cette charte qui régit l'EAC, est-ce qu'un État membre a-t-il l'obligation ou a-t-il le pouvoir de demander la délocalisation d'une réunion prise en concertation avec d'autres chefs d'État? C'est à l'issue de ces mécanismes qu'on peut analyser. Vous comprenez? C'est une façon aussi de retarder les processus. Ça, on le sent bien. Nous sommes dans un processus. Tout a toujours été déroulé. Les événements se sont déroulés au Kenya, à Nairobi. Aujourd'hui, s'ils demandent qu'on délocalise, pourquoi? Donc c'est cela. Donc, vous comprenez déjà les intentions de l'homme. Il dit qu'il y a quelques terres de Congo qui sont... on a volé, on a pris quelques terres de Rwanda au Congo. Donc vous comprenez déjà, nous sommes face à quel homme? Ce qu'il a fait, on essaie d'analyser pour ne pas entrer dans l'émotion, mais nous comprenons à qui nous avons affaire. Dans les intentions cette affaire ne pourra terminer que lorsque notre armée va atteindre le niveau voulu. Et c'est ça le travail qu'on est en train de faire. Les militaires sont en train d'être formés, il doit avoir une dimension professionnelle, il faut s'équiper et terminer cette guerre. Nous comprenons aussi, en matière de bon voisinage, c'est tout, la paix dépend aussi de la manière dont vous gérez les voisins. Parce qu'un voisin peut de temps à autre être une source de dérangement de la stabilité de votre nation. Parce qu'aucune guerre ne peut intervenir dans un pays s'il ne prend pas racine dans un pays étranger. Donc, tous les rebelles ont souvent des bases arrière au pays frontalier. Alors, pour dissuader tout ça, c'est à nous de construire un système économique fort où les voisins peuvent se retrouver avec nous. Deuxièmement, d'avoir une armée et une sécurité capables de prévenir toutes sortes de velléités de ce genre. C'est ça, la réalité. Très bien. Alors, revenons ici au pays. Les opposants qui se sont réunis à Lubumbashi, il y a Matata Ponyo, Katumbi, Fayoulou, Délice Sanga, la force pour le salut de la RDC. Selon vous, quelle chance donnerez-vous à cette coalition? La marche projetée les 13 qui, ensemble, essayent comme ça de revendiquer quelques... il y a des griefs liés d'abord au processus électoral, bureau de la CENI, cour constitutionnelle. Vous, en tant que politique, comment analyserez-vous ces problèmes? Bon, disons-nous la vérité. Matata a été Premier ministre dans ce pays. Il a été dans un gouvernement, il a géré une CENI. Il sait comment était constituée cette CENI. Il sait pertinemment bien que le bureau de la CENI a toujours été un bureau politique. Parce que comment les représentants doivent provenir chacun d'un groupement politique. Et vous demandez de quelqu'un qui sort d'un groupement politique d'être apolitique. L'opposition a une représentation. Le pouvoir a une représentation. La société civile a une représentation. Et cette représentation sort des familles. Le même mot, l'opposition, la fois dernière, quand eux étaient au pouvoir, c'était levé contre cette réalité, mais ils ont maintenu cela. C'est la même chose. C'est un regroupement sans idéologie. Comment ça? Parce que vous réalisez sur base des faits et non sur base d'un programme ou d'une vision. Parce qu'on ne parle même pas des programmes. Lorsqu'on fait la politique, il faut avoir une vision. Une vision n'est pas totalement un programme. C'est une façon de réfléchir. C'est une façon de gouverner. C'est une façon de projeter l'avenir. Et nous sommes en face des gens qui ont eu aussi à diriger ces pays. Nous connaissons comment ils se sont comportés. Nous devons cesser cette politique d'opportunisme. Oui, la Cour constitutionnelle, mais il y a une procédure pour la Cour constitutionnelle. Vous imaginez qu'on puisse faire table rase de toutes ces procédures
pour satisfaire les désirs de l'opposition. Nous connaissons comment on devient membre de la Cour constitutionnelle. Denis Sesanga, c'est un avocat. Il peut nous dire de quelle magie on peut changer la Cour constitutionnelle avec une revendication de l'opposition parce qu'il y a une procédure pour devenir un juge de la Cour constitutionnelle. Ce sont des choix. Le Parlement donne, la présidence donne. Et puis, il y a même des votes à tour de rôle. Vous comprenez cette procédure-là? C'est pour repousser les élections, pour essayer comme ça d'entrevoir peut-être quelquefois des dialogues. Non, ce sont des stratégies ou... C'est une stratégie de dérangement. Allons-y aux élections. C'est une stratégie tout simplement de dérangement. Parce que si vous dérangez, l'autre est déstabilisé, mais les jours des élections, vous dites organisez les élections. Vous oubliez, c'est la même cour que vous régniez hier, mais vous voulez encore cette cour-là pour trancher pour vous. Nous avons connu ça avec Martin Fayou. N'allez pas dans les urnes, machine à voler, écrivez 4, mais le jour de la fin, il va être voté par les mêmes urnes et il va faire des réclamations avec des preuves des machines à voler. Ils nous prennent pour des cons. C'est comme si cette population ne réfléchit pas. Ça, c'est une aventure. Et puis, on veut rééditer le même exploit. Et à tout moment. Vous ne croyez pas à leur salut? Parce que c'est la force pour les saluts de l'RDC. Non, mais parce que tous ces gens ont eu à diriger. Nous connaissons comment ils ont dirigé ces pays. Hein? Est-ce que, pendant qu'ils ont dirigé, pourquoi ils n'ont pas apporté les saluts? On va seulement apporter les saluts maintenant. Vous comprenez? Donc, il y a des réalités. C'est vrai, il y a des hommes comme Denis Mukwege, c'est quelqu'un de grande valeur. Lui n'a jamais géré. C'était prix Nobel, un homme d'une forte instruction, qui a fait et qui fait beaucoup pour nos mamans à l'Est. De ce point de vue, c'est un homme de valeur. Et ces valeurs-là ne peuvent pas être effacées parce qu'il entre dans les terrains politiques. Donc, c'est une valeur. Quand vous avez un prix Nobel dans un pays, donc c'est quelqu'un qui mérite le respect. Bon, il entre dans les jours politiques, qui a ses réalités aussi. Et il doit faire face à cela. Mais c'est une grande personnalité. Au niveau de l'Est, maintenant, les salis de quoi? Nous sommes dans un processus. Quel est le sali qui fait apporter? Qui vienne à la télé, qui fasse une conférence de presse, il nous explique sa vision. Il ne suffit pas de dire Sali, Sali, Sali. Sali, c'est la CENI. C'est la même CENI qu'on disait une fois. Malou Malou, tricheur, tout ça, mais les gens ont reconnu, c'est parmi les meilleures élections qu'on a connues dans ces pays. Pourquoi ces pays? C'est ça les jeux de l'opposition. Après, ce sont des bonnes élections, mais vous avez nié. Nanga est venu avec des machines à voter, des qualités. Alors, selon vous, l'opposition... on a nié, le même Fallou a nié. Oui, l'opposition devait travailler de quelle façon? Non, nous pensons il faut réformer la perception politique de notre classe. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des gens qui ont des visions, qu'ils portent, qui peuvent programmer. Par exemple, au niveau des BIREC, nous pensons qu'il faut penser à la classe moyenne. Il faut former les jeunes. Les jeunes doivent apprendre le métier parce que la classe ouvrière doit être la plus grande classe capable de révolutionner notre pays. La classe ouvrière, ce sont les industriels de demain. Ça, c'est une vision. C'est une vision où, au premier palier, vous avez une classe ouvrière, des gens formés, et lorsque vous les formez, demain, vous avez une génération de travailleurs. Ces travailleurs, ce sont des industriels de demain. Et puis, quand vous avez les industriels de demain, c'est la grande classe de développement. Parce que si vous n'avez pas vos industriels, vous n'avez pas la souveraineté économique. Aujourd'hui, si les grandes puissances sont grandes puissances, c'est grâce à quoi? C'est grâce à leur capacité industrielle. Nous sommes au-delà du débat de la CENI. Parce que les élections n'est pas une panacée universelle. La solution, c'est le développement. Et comment vous comptez y prendre? C'est en dénonçant la CENI, c'est en dénonçant la Cour constitutionnelle ou en développant des programmes cohérents. Parce que les gens doivent voter les programmes, pas les individus. On peut être un intello de qualité, mais être un piètre politicien. Parce que
La politique, c'est avoir une idée qui va permettre aux autres de se retrouver à travers votre idée et de développer le pays ou la communauté. Vous venez sans programme. Et lorsque vous allez prendre le pouvoir, nous allons parler de quelle vision de Moïse Katumbi. Moi, je n'ai jamais connu sa vision. Comment ça? Je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en 5 mots qui résument sa vision? On ne connaît pas. Vous comprenez? Mais nous pensons que les Congolais doivent voter des gens qui portent une vision de développement. Et je viens de vous le dire, vous savez, je suis parmi les personnes qui ont toujours voulu que ces pays soient positionnés sur la technicité, surtout les domaines de formation professionnelle et technique, créer des centres de formation professionnelle. Et pour quel avantage? Non, mais nous avons des jeunes qui n'ont pas beaucoup étudié. Aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. La seule manière de le récupérer, comme le président vient de le faire, vous avez vu les Koulouna qu'on a pris vers Kanema-Kassese, qu'on a formés, qui seront intégrés. C'est ça la vision. Récupérer des jeunes, créer des centres de formation professionnelle à travers tous les pays, récupérer tous les jeunes. Donc selon vous, 70 ans après les Parce élections, que, nos partis politiques n'ont pas joué pleinement leur rôle. oui, on n'a pas joué le rôle qu'il faut. Si aujourd'hui ils décrivent tout ça, mais ils étaient à la base aussi. Si nous avons cette cour constitutionnelle, les matates étaient là. Si nous avons cette CENI, la procédure est aussi été là. S'ils pensaient qu'on devait faire la meilleure procédure pour calmer les jeux, ils devaient le faire. Si cette procédure est mauvaise, mais toutes ces procédures, qui a mis ça en place? C'est le système des Matata et Kabila. Il a été Premier ministre. Katumbi a été un gouverneur. Il a quitté Kabila 2 ans avant le départ de Kabila. Lui, il a passé toute sa vie avec Kabila. Donc, il connaît les jeux du système. Mais vous avez laissé, vous n'allez pas cracher sur votre propre système, le système qui vous a construit. Et puis, une vision qu'on ne connaît même pas. On ne connaît pas leur vision. Est-ce qu'on doit toujours se réunir autour des opportunités? Mais qu'est-ce qui les pousse? Les positionnements, c'est quoi juste? Non, ils sont dans leur légitimité. C'est un combat politique. Ils veulent être une alternative. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Mais est-ce que ça profite aux Congolais? Non, c'est que nous... Ça profite à notre pays, la démocratie. La démocratie... Celle que nous avons fait les choix. La pratiquons en RD Congo. Nous avons fait les choix de la démocratie. Notre constitution consacre tout ça. On ne peut pas contredire. Est-ce qu'on a le développement? Oui, mais le développement, il faut que ce développement vienne avec une vision. Le pays a été tellement détruit, ça demande aussi un peu de temps pour construire ce pays. Et il faut jeter des bonnes bases pour que ce pays puisse aller de l'avant. Au niveau de l'enseignement, qui est le pilier dorsal, vous avez vu les chefs de l'État avec la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne base. Maintenant, il faut renforcer par la qualité des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, avec le PDL 145 territoires, je vous dis, des écoles se construisent par dizaines à travers tous les territoires de la RDC. Je fais partie d'un projet. Je suis moi-même. On vous a associé? On a associé les architectes? Oui, je suis architecte. Donc j'ai un bureau d'études. On vous a associé? Bien sûr. Ça, c'est très bien. Beaucoup d'architectes se retrouvent dans ce genre de projets. À l'époque, c'était le BSECO qui a été géré par des initiés. Pour trouver de l'espace là-bas, il faut être initié. Mais là, c'est tout le monde qui a la chance. C'est tout le monde qui a la chance. Donc tout change maintenant. Vous comprenez? Moi, j'ai fait partie de ces projets et ça évolue à merveille. Ça évolue à merveille. Vous êtes par exemple dans les sites d'Ubangui, rien qu'à Guémena, les territoires de Guémena, 10 écoles. Les territoires de Libengue, 10 écoles. Les territoires de Boudjala, 10 écoles. Et l'autre territoire, ça va me revenir, 10 écoles, 40 écoles, qui sont en train d'être construites maintenant. Ce sont des réalités. Des réalités. Pas des utopies. Je suis les travaux. Nous avons combien de centres de santé qui sont là? Pratiquement 23 centres de santé. Et puis il y a 4 bâtiments d'initiative. Aujourd'hui, nous avons les bureaux du territoire construits. Salles polyvalentes avec les logements du chef du territoire. Et ça, vous allez dire, mais c'est ça le développement à la base. Il faut doter ces pays des infrastructures. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais durable aussi.
Mais c'est durable, mon frère. Parce qu'on a associé des architectes C'est professionnels. construit avec des matériaux locaux. Matata était là, il a conçu pour les administrateurs le bâtiment. Il a conçu pour eux les logements. Il n'y en avait pas. Mais l'université, Mapong, Oui, ça c'est pour lui. seul. Privé. Ah bon? C'est pas pour l'État. Peut-être des Kindu. Vous comprenez? Mais avec les chefs de l'État. Et ça, c'est réel. Dans les Bas-Congo. Je vous dis, dans toutes les provinces, ça se passe. De l'autre côté, cette province sont gérées par PNUD et sont gérées par la CFF. L'autre province est gérée par PNUD et l'autre par BSECO. Il y en a des écoles qui sont finies et en train d'être réceptionnées. Est-ce que vous vous en rendez compte? Le travail s'est fait. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, les entrepreneurs qui travaillent là-bas, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas les Chinois ou les Libanais. C'est ça les PDL 145 territoires. Mais eux, dans les histoires là, c'était plus les Libanais. C'était parfois des Chinois. Mais le chef de l'État a voulu que des Congolais puissent avoir des marchés, des entrepreneurs congolais. Je suis entrepreneur. Ça, c'est vraiment à féliciter. Nous sommes dedans. C'est à féliciter, hein? Vous comprenez? Voilà. Le pays ne Alors, la se marche pas en un jour. qu'ils ont projeté le 13, Pour, ça vaut la peine? pour la CENI, Oui. dites-moi vraiment. Ils sont représentés dans l'opposition. La société civile est représentée. Non, il manque seulement des sujets. Vous allez, on veut créer un buzz, en réalité on n'a pas de sujets. On va leur laisser marcher. D'ailleurs, qu'on leur laisse marcher, ce n'est pas un problème. Ils vont marcher, ils vont faire leur marche de santé, il n'y a pas de problème. Marche de santé. Oui, mais dis-moi vraiment, l'opposition est représentée là-bas, dans la CENI. La société civile est représentée. Ils sont dans les bureaux politiques. Maintenant, c'est ça la réalité. Vous envoyez quelqu'un de votre bureau politique, après, vous dites qu'il n'est plus le vôtre. Mais il est venu de chez vous. Tout ça pour, je sais pas. Oui, c'est ça le dérangement. C'est un dérangement. C'est compliqué. Nous sommes au Congo. Et Hein? les gens C'est ne bien savent ça. pas assumer. Le problème ici, il faut préparer comment faire la surveillance électorale. C'est quoi la surveillance électorale? C'est ça le travail de l'opposition. Oui, vous avez mis vos gares, c'est bien. Moi, je me dis, si j'étais opposant, comment je vais mettre en place une stratégie de surveillance? Il faut avoir des témoins Comment partout. je vais déployer mes témoins partout? N'attendez pas l'Église catholique. Ils sont 5 candidats. L'autre pèse à l'est, du côté sud-nord Kivu. L'autre pèse au Katanga. L'autre pèse au Kananga. L'autre pèse à Maniema. L'autre pèse au Bandundu. Kinshasa. Pourquoi il ne peut pas organiser ces témoins? Toujours dans la distraction. Non, Après, on a dit, on nous a volé la victoire. non, l'opposition doit être là pour un contrepoids. Vous ne pouvez pas aussi leur interdire de Non, faire leur travail. l'opposition doit être juste. Oui. Il ne doit pas être dans des balivernes. C'est ça. Ne votez pas, les machines à voler, à voler. Vous avez utilisé cette machine. Le peuple qui nous suit, qui ont utilisé cette machine, et cette machine était mauvaise. Pourquoi on nous a trompés, on nous a induit en erreur? Par Martin Fayou. Et il veut rééditer le même exploit. Après, il viendra encore pleurer qu'on lui a volé les élections. Pourquoi il ne prépare pas? Pourquoi il ne prépare pas sa qualité de surveillance électorale? Mais il faut implanter les partis dans différentes provinces. Non, mais il faut avoir aussi les moyens pour implanter votre parti. Ils sont 5. Ok. C'est-à-dire chacun pèse dans sa zone. La surveillance électorale, c'est une science. Maintenant, qui sera président? C'est-à-dire qu'il faut Qui mettre en sera place candidat le bureau. président? Est-ce qu'ils seront capables de choisir un candidat président? Parce que déjà Martin Fayou lui-même est candidat président. Il a dit Matata ça. Pogno, tout et tout. Non, on ne sait pas. Ils ont leur stratégie. C'est à eux, ce sont des grandes personnes qui, certainement, ils discutent. Certainement, ils ont un coup politique. La politique, c'est comme un jeu d'échecs. Donc, il faut comprendre. Ce sont des grandes personnes. Dedans, ils peuvent vous distraire un peu. Et à la fin, ils proposent leur pion. C'est la politique aussi. Donc, nous n'allons pas dire que ce sont... Non, ce sont des hommes politiques. Ils ont une certaine maturité. Ils ont leur coup politique qu'ils préparent. Donc, c'est à la majorité d'être à une longueur d'avance de leur coup politique. Vous comprenez? Parce que dans leur coup politique, ils peuvent parler. Après, à la fin, ils peuvent vous présenter, par exemple, les candidats qui peuvent faire l'unanimité. Par exemple, ils vous présentent Mukwege. Vous comprenez? Donc, c'est de l'autre côté de pouvoir anticiper sur les coups. Tu comprends? Donc, les problèmes là, on ne va pas spéculer, mais ils sont dans la politique, ils ont leur coup politique. Mais c'est que nous ne voulons pas être dans des balivernes au lieu de nous proposer un programme, de nous proposer un projet, de faire des conférences.
Hein, passez, expliquez votre vision commune. Et quand vous allez présenter votre candidat, là, dans les coups politiques, il viendra aussi sans programme. Et puis vous commencez maintenant à mélanger des choses. Ce qui n'est pas du goût à apporter le développement escompté. Voilà, parlons un peu du social. Le DG de la SNEL qui a été suspendu, vous pensez qu'après sa suspension, il y aura une amélioration dans ce secteur? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est vrai, j'ai vu les parlementaires parlementer, tout le monde était souvent dans l'émotion, parce qu'on ne gère pas un pays avec des émotions. Vous dites non, on coupe les courants quand il y a les matchs. C'est bien. Non, je suis en train d'analyser. Ah ouais. Vous essayez comme ça de relayer. Hein? On essaie de relayer. C'est ça l'émotion. Oui, c'est ça. Parce que les députés devraient faire un travail de fond, pas un travail superficiel. Un travail superficiel, c'est de comprendre depuis les années quels sont les mots qui rongent la SNEL. Et selon vous, quels sont ces mots? Les mots qui rongent la SNEL, il faut d'abord comprendre, il faut faire un audit. Il faut un audit technique, un audit financier et un audit managérial. Au niveau de l'audit technique, il faut comprendre toute la capacité que nous avons de la SNEL. La SNEL peut-il fournir de l'électricité pour tout le monde? Deuxièmement, est-ce que au niveau des transports, nous avons ce qu'il faut, transport de l'électricité, parce que nous avons la production, transport et la distribution. Au niveau des transports de l'électricité, avons-nous les infrastructures qu'il faut? Troisièmement, au niveau des distributions, dans les différentes cités, est-ce que les câbles qui sont et les cabines sont-ils en bon état, capables de résorber les besoins de la population? Ce sont là les questions techniques. Et avons-nous les agents de qualité qualifiés pour s'y plier? Et en matière, par exemple, de panne, comment la SNEL réagit? Oui. Et en matière, par exemple, de délestage, parce que l'énergie est insuffisante, parce que l'énergie peut aussi être insuffisante. Ce n'est pas la faute du DG. Est-ce que nous avons de l'énergie suffisante? Si elle est insuffisante, nous devons passer au délestage. Mais elle doit être bien faite. Mais le DG vient d'arriver. Quand nous allons dans l'audit, par exemple, qu'on appelle financière, ou aussi des ressources humaines, bon, là on vient de parler même au niveau des techniques, financières, comment les moyens de la SNEL sont gérés? Quels sont les créanciers de la SNEL? Peut-être l'État a plus de dettes que tout le monde. Est-ce que l'État paye ses dettes auprès de la SNEL? Ça aussi. Vous comprenez? Est-ce que l'argent qui vient de nos clients extérieurs passe toujours à la présidence ou ça passe directement à la SNEL? Ça aussi, c'est un problème. Qui gère tous les moyens mis à la disposition de la SNEL? Et nous allons dans l'audit managérial. Du point de vue managérial, quelles sont les maladies? Maladies. La première maladie est juste derrière vous, le fond, juste devant. Vous comprenez? Ça, bon, nous comprenons, ça abuse un peu. Tout le monde se permet de faire des raccordements frauduleux. Exactement. Tout le monde devient expert. Dans les maladies, quand on voit les maladies, c'est la manière dont la SNEL est dirigée. Quelles sont les faiblesses? Où on doit corriger? Hein? Comment les décisions de la SNEL se prennent? Ce sont des maladies managériales. Pour être efficace, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, lorsqu'ils sont audités, sont mis sur la table. Je vous dis, le meilleur DG, tu peux venir des États-Unis, tu peux venir de la Russie. Si on vous donne maintenant la SNEL, si vous ne l'auditez pas, vous allez échouer. C'est le travail que les élus du peuple doivent faire. Il faut donner, les élus du peuple, au-delà des suspens, ils doivent donner des orientations. Pour la gestion de la chose publique. Notamment toutes les entreprises de portefeuille qui sont en faillite. Définitive. Parce que il faut comprendre. Une orientation. Nous avons des entreprises qui sont vraiment en faillite. Il y a aussi, oui. Qu'il faut relever. On a la régie des eaux aussi. Il y a des entreprises. On peut tout dire. Hein. Il y a des problèmes de pénurie d'eau, il y a la régie des eaux, il y a la SNEL aussi. Toutes les entreprises publiques ont des problèmes. Mais quand c'est politisé. Vous comprenez? Ça aussi, on doit se le dire. Non. C'est là où, quand nous sommes en train de parler du Parlement, oui, c'est politisé, mais celui qui vient là doit s'assumer parce qu'il y a un Parlement qui regarde. Vous comprenez?
Et c'est ça le travail que le Parlement a fait. Bravo, ils ont quand même commencé. Même si nous sommes en fin, ils sont pratiquement à la fin mandat. Bravo quand même, mais il faut poser de meilleurs diagnostics. Il ne faut pas être dans le populisme. Hein? Parce que, bon, on n'a pas donné le courant dans ton fief, tu commences à parler. Mais pendant que l'entreprise, même si vous changez les DG, vous aurez le même problème. Le même problème va revenir. Ce n'est pas parce que vous avez pris des décisions avec les émotions que le courant va se rétablir demain. Non. Les problèmes de la SNEL ne datent pas de ces DG. Les problèmes de la SNEL datent depuis longtemps. Peut-être que ce monsieur est venu même, il est même en train d'arranger les choses. Parce que moi aussi, j'ai d'autres sons de cloche. Les agents de la SNEL sont en train même de récolter des signatures pour soutenir leur DG. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Parce que d'ailleurs, avec son arrivée, il y a eu des changements. Je prends ça au conditionnel. Hein? Et aussi, il faut comprendre que l'aspect technique doit toujours être mis en valeur. Il faut qu'il y ait quand même des commissions techniques pour essayer aussi d'entendre les DG, pour essayer vraiment de donner des orientations pour le DG qui viendra après. Celui-ci a payé les prix, mais celui qui viendra après doit nécessairement suivre un canevas et une ligne directrice pour sortir la SNEL de son bourbier. Et les créanciers de la SNEL, notamment l'État congolais, doit aussi payer ses dettes. C'est important. Il ne faut pas qu'on complique les choses aussi. Très bien. Alors, évoluons, parce que ce n'est pas vraiment une actualité, mais seulement, j'aimerais un peu savoir où en sommes-nous avec le procès Monga Chouchou. Bon, à vrai dire, c'est un procès auquel je ne puis me prononcer, notamment parce que ce que je sais, quand un dossier est auprès de la justice, on ne commente pas trop. Je ne peux pas parler sur un CG qui est déjà dans la justice. Donc, il ne faut pas désorienter la justice. Voilà. Donc, nous respectons... Il faut respecter. C'est la justice qui a le monopole de la justice. Très bien. Alors, Kimbangu, on a honoré le combat de Kimbangu. On n'a pas eu le temps de vous avoir. Nous profitons de cette occasion, comme vous êtes avec nous maintenant là sur ce plateau. Alors, dites-nous un peu comment avez-vous trouvé cette décision. Et 6 avril, jour férié, Kimbangu, on va commémorer, on a reconnu son combat. Vous savez, d'abord, je donne un grand merci en tant que, d'abord, originaire du Congo central. Un grand merci au chef de l'État qui a reconnu à juste titre les combats de cet illustre personnage, de ces grands hommes spirituels, qui a fait beaucoup. Imaginez-vous, il faut se mettre dans le contexte de l'époque de Simon Kimbangu. Il n'y avait pas de parti politique. Il n'y avait que la religion. Et les Blancs étaient là en toute puissance. Ils matraquaient, ils coupaient les mains. Mais il fallait avoir du courage pour dire non à ces Blancs-là. Vous savez, le contexte, l'histoire doit être placée toujours dans son contexte. Parce que les gens croient que c'était facile de faire ça. Vous savez, quand vous êtes né dans l'époque de la liberté, vous croyez que c'était facile. Nous qui sommes nés à l'époque du maréchal, vous savez que même siffler un sifflet dans la maison, c'était un problème. Hein? La JMP peut venir t'arrêter. On avait peur de Mobutu, même dans la toilette. Bon, imaginez maintenant les colons blancs, qui n'avaient de compte à rendre à personne, qui pouvaient vous tuer, couper les mains, vous donner même des travaux forcés. Quelqu'un se lève, qui n'a pas aussi fait de grandes écoles, dire non. L'homme blanc que vous voyez là redeviendra l'homme noir. Et l'homme noir va devenir l'homme blanc. Il a prédit l'avenir de l'Afrique. C'est des grands hommes. Mais vous savez, les prophéties des grands hommes résonnent dans le temps. Parce que ça arrivera. Parce que l'histoire a été falsifiée. Vous comprenez? Simon Kimbangu a fait des miracles. Il y a des personnes vivantes, qui ont vu ça et qui ont raconté. Si vous allez même en Banzaou, il y a des vieux, beaucoup de vieux qui ont eu à apprendre de cette histoire de leur père. Il a ressuscité des morts. Mais on ne peut pas en parler, parce que c'est comme si on dérange d'autres religions. Mais pourtant, ce sont des vérités.
Nous devons être fiers. De toutes les nations africaines, c'est nous qui avons un prophète de cette envergure. Hein? Du point de vue prophétique. Mais il faut aussi considérer, à l'époque, les partis politiques n'étaient pas, les églises étaient des stratégies où les hommes des recrutements qui pouvaient revendiquer certains droits. Il a fait un combat politique aussi. Beaucoup d'hommes religieux ont fait des combats politiques à l'instar de Mohammed. Aujourd'hui, nous avons des États islamiques. Kimbarou a fait un combat politique à travers les religions. Preuve en est, il a laissé des enfants. Regardez ce que Dianguenda a fait avec l'église kimbanguiste. Vous voyez que c'est simple de bâtir une église comme ça avec des écoles et des hôpitaux. Faites quelque chose si vous pouvez faire comme lui. Il faut être d'une grandeur. Ça, c'est trop fort. Hein? Non, il faut être rempli d'une force. Il faut le reconnaître. Quand quelqu'un n'a pas réussi, ou quelqu'un qui sait que c'est la réussite, quand quelqu'un a réussi, il le respecte. Faire ce que Dianguenda a fait, ensemble avec ses frères, mais surtout lui, fils de Simon Kimbangu, installer l'église à travers toute la République, à travers Congo-Brazza, Angola, Centrafrique. Vous croyez que c'est petit d'imposer quelque chose comme ça? Et vous voyez, ils sont organisés, ils s'occupent de la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont formés à l'église kimbanguiste. Dites-moi quelle est l'église de réveil au Congo qui a fait ce que les kimbanguistes ont fait. Et savoir quel impact. Mais ça n'est pas quand l'église kimbanguiste a des écoles. Non, en fait, juste quand on a reconnu le combat de Kimbangu, en retour, qu'est-ce que nous aurons? Mais c'est l'histoire. Si vous n'avez pas le sens de l'histoire, lorsque vous ne valorisez pas vos héros, comment vous voulez être un grand peuple? Un peuple doit être ancré dans l'histoire. C'est l'histoire qui nous donne de la valeur. C'est l'histoire qui dit que la RDC a eu des hommes qui se sont bâtis. La liberté que vous avez devant les micros. La fin de la colonisation. Mais il y a eu des précurseurs. Nous sommes des jouisseurs, dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans la ligne de nos prédécesseurs pour apporter le développement? Et dans leur contexte, ils se sont bâtis. Après Kimbangu, Lumumba est venu. Ensemble avec les Kasavubu et consorts. Ils ont fait leur combat. Vous comprenez? Et nous, dans notre génération, quel est notre combat? Ils ont fait le combat. C'était des leaders de cette époque-là. Des leaders de haut niveau. Comparativement à notre époque. Il a parcouru, hein, on l'a emprisonné par-ci par-là jusqu'à Lubumbashi. Donc, vous comprenez, l'histoire, c'est quelque chose. Parce que si on vous dit, c'est dans l'histoire qu'on vous dit que votre ancêtre est noir. On peut même venir vous falsifier que votre ancêtre président était un blanc. Et vous acceptez. C'est dangereux. Et à ce moment-là, nous développons le complexe d'infériorité face aux blancs. Et à nos enfants. L'histoire. Nos enfants doivent aussi connaître cette histoire. Voilà. L'histoire des complexes. Et ça doit être enseigné. Quel programme avons-nous actuellement? Doivent changer dans nos écoles. Ça aussi, il faut une réforme. Diego Cao n'a pas découvert l'embouchure. C'est le premier Européen qui est arrivé à cette embouchure. Nos ancêtres étaient là. C'est faux. Les découvertes pour les blancs, mais pas pour nous. L'histoire est comptée en fonction des blancs ou en fonction des noirs. Dit, mon ancêtre est là. Quelqu'un vient, on dit que c'est lui qui a découvert. Est-ce que nous sommes vraiment intelligents? Est-ce que nous nous rendons compte de ça? C'est ça notre histoire. Après, on nous donne tout. La façon de s'habiller, même la façon de prier. À telle enseigne que même tout ce que les Kimbangu ont fait, vous commencez à déconsidérer ça. Nous sommes un peu aliénés, un peuple aliéné. Mais vous voyez certains pasteurs se moquer de quelqu'un qui conçut votre histoire, de vous approprier d'une histoire que l'homme blanc vous a inculquée avec des chicottes. Mais une histoire qui transcende de vos ancêtres, moi je n'ai jamais vu ça. Mais tu as vu quoi? De qui que tu as vu? C'est quand même dangereux. Alors pour finir? Non, pour finir, je dirais que nous sommes un grand peuple. Dieu nous a donné des grands hommes comme Simon Kimbangu, des grands hommes comme Lumumba, des grands hommes comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, les grands hommes comme Étienne Tshisekedi. Nous avons nos repères historiques. Au-delà, nous avons encore d'autres. Bon, il y a beaucoup de gens, des premiers intellectuels, des Panda Farnana. C'est ça, c'est l'histoire, c'est notre histoire.
Ndona Béatrice Kimpavita, c'est notre histoire. Est-ce que nous devons marcher sur les traces de notre histoire. Et là, nous allons retrouver tous nos repères. Et créer le monde. Parce que la civilisation qui arrive, nous devons apporter un plus. La mondialisation, rendez-vous du donner du recevoir. Dans ces rendez-vous de qu'est-ce que nous allons donner, qu'est-ce que nous allons recevoir. Dans ce monde recevoir multipolaire qui arrive, l'Afrique ne peut plus être derrière des pensées des gens. Au risque de disparaître. L'Afrique ne peut plus être derrière un pays. Les pays qui arriveront seront des partenaires. La RDC sera partenaire dans ce monde multipolaire qui arrive. C'est pour cela que nous voulons des politiciens qui apportent des idées, qui viennent avec des idéologies. Pas des politiciens qui se regroupent par opportunité. Et ça, c'est une stratégie rétrograde. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Mansanti Mandefi, cadre dans ce... En fait, un cadre dans Virec. C'est avec vous. On a commencé, hein. Moi j'ai voulu faire allusion à votre label, mais je crois peut-être très prochainement on en parlera. Il n'y a pas de il faut pas aussi oublier ça. Non, ça existe. Des petits commencements. Oui. C'est notre NG, c'est notre ASBEL. Action. Ça nous permet d'apporter parfois d'aider les autres. Hein. On ne va pas cesser d'aider. Dressons nos fonds. Oui, on ne peut pas cesser d'aider. Il faut toujours penser à ça. Voilà. Merci. Ndefi Mansatima, il est politique, cadre dans ces grands partis politiques, hein, Birek. À la prochaine occasion. Merci. Rediffusion demain samedi à 9h juste. Merci à toute l'équipe. Merci à notre très cher Olivier Longwango. Merci à Moron Jambé qui l'a réalisé. Alain Kabongo à la coordination. Fiston Atunga, Kifoudier, merci. Binonzinga et Christian Anjolo à l'exploitation. Nous pensons vous retrouver très prochainement, mais il faut toujours prier. Comme d'habitude, Doudou, ce n'est pas une église, hein. Maison de la prière, Cité des Ossements, c'est un cadre aménagé pour vous permettre de prier calmement. Vous pouvez faire vos récollections, vos retraites. C'est vraiment comme un hôtel, hein, des chambres, il y a tout, mais dans un environnement très très bien, cadre qui respecte les normes environnementales. C'est sur Suisse 42 bis à Lupin. Allez-y, faites vos réservations pour une prière intense et beaucoup de concentration. Merci à Maman Niekembe. Merci aussi aux enfants Naomi et Keren Simbana. Doudou Montiri va vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Ciao.